Il est député européen. Il est coprésident du parti de gauche. Et il fut notre candidat à la présidentielle, le candidat commun du Front de gauche. Je vous demande de faire le plus chaleureux accueil possible à Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes gentil. Merci pour cet accueil. Vous êtes bien bête de vous lever parce que j'arrive. Je puise dans votre accueil l'énergie que vous puisez vous aussi entre vous, à vous savoir et vous sentir si nombreux ce soir autour de ce rassemblement de têtes dures qui est ici sur la scène. Bon, c'est reparti. Félicitations à vous tous d'abord. Je suis un militant qui a une petite expérience de ces questions, je crois, depuis le temps, comme quelques-uns d'entre vous. Je sais très bien que ce n'est pas facile de faire une liste. Pour plein de raisons. Toutes celles que vous connaissez, vous autres aussi dans la salle, que je ne vois pas, vous avez un grand trou noir. Je vois le premier rang, tâchez de me sourire, ça me rassure. Les autres, je ne sais pas s'ils sont là. Je les voyais mieux en travers. Oui, voilà, un peu de lumière, ami éclairagiste, voilà, c'est bon comme ça, au moins je vois qui est là. C'est pas facile de faire une liste, évidemment, ici dans une commune comme Guéret, 14 000 habitants, il y a un peu plus de monde, on peut trouver des disponibilités, mais combien de fois c'est difficile tout simplement parce que c'est risqué, et qu'on ne met pas son nom sur une liste Front de gauche comme on la met sur une liste UMP ou sur une liste socialiste. Après, il vous en cuit. Ensuite, votre nom est marqué, on vous googleise. Et quand il faut aller trouver du travail, c'est pas toujours évident. Et bref, ça fait hésiter. Ensuite, il faut se donner aux autres. Hein. On a l'habitude de le faire beaucoup ici. Mais davantage encore quand il s'agit d'aller comme ça de l'avant dans une élection politique. Donc je vous félicite d'avoir réussi à faire la liste tous ensemble. Et bon, ça change tout, quoi. Hein ? Ils espéraient bien que ça ne se fasse pas. Et la caravane était prête à repartir au pas du chameau de tête, la pauvre bête déjà si épuisée. À force de les voir passer et revenir, et passer et revenir, même les chiens n'aboyaient plus quand la caravane passait. C'est dire qu'elle ne faisait plus peur à personne. Une liste de gauche, il faut que ça fasse un peu peur. Parce que ça oblige à réfléchir. Sinon, c'est pas la peine. Nous sommes les avant-postes. Dans les groupes humains, il y a celui qui suit, celle qui suit, il y a celui qui traîne, il y a ceux qui sont devant. Des fois, on ne doit pas toujours choisir, c'est les autres qui vous poussent. Ça a dû arriver à plus d'un d'entre vous, non ? Ben, c'est comme ça. Ben là, c'est pareil. Donc ceux-là, toc, 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 les voilà devant. Et nous ouvrons des portes. C'est pour ça que, avec nous quand même, un peu de respect. Je pense que la pire des offenses qu'ils nous font, la pire, je l'ai dit tout à l'heure aux camarades à Limoges, la pire chose qu'ils nous font, c'est de nous prendre pour des imbéciles. C'est ça la plus grosse offense. Ils se comportent avec nous comme s'ils avaient une chance qu'on les croie. Mais on n'a pas l'intention de les croire. Ils défendent leurs idées, nous défendons les nôtres et le souverain tranche. Mais comment peuvent-ils avoir la naïveté d'oser, je parle des socialistes, mes anciens camarades et pour certains mes amis encore aujourd'hui, comment peuvent-ils avoir la sottise de croire qu'un seul instant nous allons accepter l'idée que non, c'est pas une élection politique, c'est pas une élection nationale, c'est une élection locale. D'abord, moi, j'ai connu une période où on racontait le contraire quand on était de gauche. On passait son temps à essayer d'expliquer aux gens le contraire. Eux, maintenant, ils sont fiers de ça. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette démonstration ? Une sorte d'amnistie. Comme c'est pas national, ils n'ont pas de responsabilité. Comme c'est local, on va les applaudir. Ah, mais non ! C'est que déjà, localement, on ne les supportait que pour des raisons nationales.
Et eux se figurent le contraire. Et nous, dans le local, que voyons-nous? Nous ne voyons pas de local. Nous ne savons pas où est le local. Ça se passe ici, oui, oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de local? La personne que je vois là, c'est celle qui n'a pas été se soigner, comme 20% des gens qui devraient aller se faire soigner, et qui claudique, et qui a des besoins, et qui est mal en point. Ça, c'est un problème national, c'est un problème de santé. Celle-ci, celui-là, qui a besoin que son enfant aille à la crèche, il n'y a pas de crèche, c'est un problème national. Je ne dis pas que ça soit la faute du maire, mais c'est un problème d'ensemble. Qu'est-ce que la société est prête à faire pour que les enfants soient pris en charge dès leur plus jeune âge, non seulement pour que leurs parents puissent avoir une vie professionnelle, mais pour que eux, les enfants, soient plus éveillés et mieux éduqués, car les enfants sont plus éveillés et mieux éduqués quand ils sont socialisés plus jeunes. Pour le cas où vous ne le sauriez pas, vous autres, qui croyez qu'un enfant ne peut croître et grandir harmonieusement qu'à la condition d'être à la moitié de la journée dans les jupes de sa mère. Et pourquoi de sa mère d'abord? Tout ça, c'est de la politique. Tout est politique. Et tout renvoie à des problèmes d'organisation de toute la société. Comment peuvent-ils croire qu'on va l'oublier en un seul instant? On convoque 46 millions de Français pour aller voter le même jour, et ce n'est pas une élection politique, alors que c'est la première depuis les élections présidentielles. Il voudrait bien que ça ne soit pas une élection politique pour qu'on n'aille pas régler nos comptes, mais on va régler nos comptes avec des bulletins de vote, des comptes honnêtes, des comptes politiques de citoyens adultes qui ont fait un choix, qui en ont vérifié l'exécution et qui s'aperçoivent qu'il n'y a pas le compte. Donc on va voter autrement que la dernière fois. C'est-à-dire que dès le premier tour, on va voter Front de gauche. Comment peuvent-ils penser que ce n'est pas une élection politique alors que les 500 000 personnes que nous allons élire, 500 000 conseillers municipaux vont eux-mêmes élire des sénateurs, qui est la deuxième chambre dans les institutions de la Ve République? Il n'y a pas d'innocents dans ces listes. Il n'y a pas d'apolitique dans ces listes. Tout le monde devra voter politiquement pour choisir un sénateur. Assez d'histoire. Et puis enfin, il y a nous. D'abord nous qui savons que c'est une élection de résistance. Enfin Michel, qu'est-ce qui te prend? Tu votes le budget là-haut et tu reviens ici et tu dis ça n'a rien à voir. Mais t'as pas écouté Hollande. Il l'a dit. Il a dit il va falloir encore trouver 50 milliards. Dans un instant, je vous en parle. Mais sur les 50 milliards, il a dit tout le monde devra faire un effort. Les budgets sociaux et les budgets des collectivités locales. Et il a dit c'est une 50 milliards, c'est 4%. Ah 4%, qu'est-ce que c'est? 4% de moins dans les budgets des collectivités locales. On ne peut pas décrire ville par ville, je ne le sais pas. Mais globalement, je peux vous le dire, c'est l'équivalent de 250 000 postes de travail dans la fonction publique supprimés. C'est ça qu'il vous a annoncé, avec son air replet et tranquille. 250 000 personnes de moins dans le service public qui est rendu quotidiennement dans les collectivités locales. Ça en fait du monde, ça en fait des choses en moins. Et ces choses qui vous sont données par les collectivités locales, c'est la mutualisation de l'effort. Mais si ce n'est pas par votre impôt, vous devrez le payer avec votre paye, avec votre pension, avec votre retraite. Voilà avec quoi vous devrez le payer. Tout ce qui n'est plus du service public devient de la dépense privée? Ou alors, c'est que vous consommez indûment? Bien sûr que non. Bien sûr que non, que vous ne consommez pas indûment. Vous prenez la part dont vous avez besoin. Quelques-uns exagèrent ici ou là, on le sait bien, comme dans tous les groupes humains. Mais c'est l'exception. L'immense majorité des gens se comportent dignement, va demander au service public ce dont il a besoin, sans en abuser, car il a le sentiment que c'est le bien commun. 4% de moins. Quand nous mettons notre bulletin de vote, nous donnons notre avis sur ce point. Et le nôtre est, nous ne sommes pas d'accord. Mais si vous votez pour Vernier et la liste gouvernementale, c'est que vous êtes d'accord. Ne venez pas pleurer après. Bien sûr que si, vous viendrez pleurer et on vous pardonnera, comme d'habitude. Mais quand même, enfin, à la fin, ça vaut la peine de temps en temps de se comporter d'une manière cohérente par rapport à ses propres aspirations. Non, la vie publique, politique, doit être une vie d'adulte. Vous ne pouvez pas, parce que vous aimez Pierre-Paul ou Jacques, ou Jacqueline et la couleur de sa cravate,
allez voter contre ce qui est votre conviction la plus profonde. 4% de moins, c'est insupportable. Donc nous voterons Front de gauche comme un vote de résistance à la réduction du budget de notre commune dans laquelle nous sommes localement. Le vote politique est un vote local. Et le vote local est un vote politique. Et enfin, je dis, c'est une élection politique à cause de nous. Nous. Quand nous allons à l'élection locale, nous n'y allons pas pour faire carrière. Nous n'y allons pas pour prouver quelque chose concernant notre ego. Nous n'y allons pas pour afficher notre importance individuelle. Non, ce n'est pas vrai. Nous y allons parce que nous avons le cœur gros comme ça. Nous y allons parce que nous pensons qu'une élection, c'est un moment quasi magique, où l'homme, la femme, le jeune, le plus humble, le plus simple, qui n'entend pas toujours le détail de chacun des aspects du problème qui lui est posé, soudain s'arrête un instant et doit prendre une décision, non pour lui-même seulement, c'est un repère, mais pour tous, c'est-à-dire se comporter à cet instant comme un républicain. Cet instant magique où on forge une conviction qui dépasse son intérêt personnel. Nous autres, nous y allons, en nous disant que la première tâche d'une élection municipale, c'est de se souvenir que les libertés du peuple français, d'une manière générale, du peuple en Europe, sont nées dans les communes, où pour la première fois sont nés des besoins du vivre ensemble qui ont fondé des élections, des désignations. Oui, les libertés, d'une manière générale, sont nées dans les communes. Et nous en voici les lointains héritiers. Et à cet instant, quand nous y entrons, nous venons pour dire cette élection est d'abord un grand moment d'éducation populaire. La tâche politique que nous accomplissons en menant cette campagne, en la menant sous notre propre drapeau, indépendant, autonome, sans avoir fait aucune concession d'aucune sorte aux dominants en place, c'est de venir témoigner, rendre compte, appeler à ce monde auquel nous aspirons, et qui ne naîtra que de nos luttes toujours recommencées, et qui sans cesse avait repoussé les frontières de l'égoïsme, de l'âpreté, de la cupidité, pour commencer à faire naître ce monde de mutualité, de solidarité, de coopération. Et nous voici de nouveau, en commençant une campagne municipale, à nous souvenir qu'avant nous, ceux qui ont mené les campagnes municipales ont inventé des choses dont on n'avait pas idée au moment où on les a créées. Les colonies de vacances, ce sont les communes de gauche. Les piscines municipales, ce sont les communes de gauche. Les habitations à bon marché, pour la première fois, ce sont les communes de gauche. Le quotient familial qui dit que chacun paye à proportion de ce qu'il a comme moyen, ce sont les communes de gauche. Vous autres qui êtes de ma génération, vous vous souvenez, quand on allait au porte-à-porte expliquer le quotient familial, les gens n'y croyaient pas. Ils nous regardaient en disant « c'est bien, vous y croyez, vous êtes jeunes ». Et vous aviez les imbéciles de service, ceux qui répètent les éditoriaux de Libération, du Monde et de France Info. Ah, quand on va chez le boucher, il n'y a pas de quotient familial, tout le monde paye son beefsteak. Le même prix, l'animal. Il n'a rien compris. Bien sûr qu'il y a un quotient familial chez le boucher. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de viande. C'est un quotient familial dans l'autre sens. Vous vous souvenez, tout cela, nous l'avons créé. Eh bien maintenant, nous revoici à la tâche. Les élections municipales sont destinées à être les vitrines du monde dont nous rêvons. Parce que c'est ici que nous pouvons faire nous-mêmes les choses. Voilà pourquoi cette question évoquée tout à l'heure de l'eau est si importante et que je veux m'y arrêter un tout petit instant. Non pas pour répéter ce qu'a dit excellemment David tout à l'heure. C'est quand même incroyable d'entendre des élus de gauche dire qu'une société privée est plus sûre que le service public. C'est incroyable. Surtout que c'est faux. Mais qu'est-ce qu'ils croient qu'il y a dans une société privée? Il y a des personnes qualifiées professionnellement. Il n'y a pas de magie au caractère privé. Si, il y en a une, Ferroviaire, qui s'approprie le travail gratuit des autres. Mais c'est tout. Les mêmes sont donc capables d'être au service de la collectivité. Et d'ailleurs, lorsque nous collectiviserons tous les systèmes de collecte de l'eau pour les socialiser au niveau local, si ça n'est pas déjà fait avant, eh bien ce sont les mêmes personnels qui passeront des uns aux autres, les mêmes. Ce sera donc la même qualité technique, mais ça ne sera pas le même impôt privé qui s'abattra sur ceux qui ont à payer l'ardoise.
Voilà la différence. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire ce soir. Ce soir, je voudrais qu'on réfléchisse un instant à la démonstration qu'on peut faire à propos du service public de l'eau. Nous disons les premiers mètres cubes sont gratuits. Aussitôt, vous sentez que beaucoup se disent gratuit, gratuit. Mais M. Mélenchon, tout coûte quelque chose. Mais oui, bien sûr, tout coûte quelque chose. Mais la gratuité est le cœur du système capitaliste. Oui, la gratuité. Le capitaliste, quand celui qui produit une valeur de 100, on ne donne pas 100 à l'ouvrier ou à l'ouvrière, on lui donne 10. Il y a donc 90 de travail gratuit, approprié d'une manière privée. Alors qu'on ne vienne pas nous dire, vous inventez une gratuité qui n'existe pas, mais si, elle existe, seulement nous la répartissons différemment. Et s'agissant de l'eau, cela signifie que ceux qui peuvent le plus peuvent donner plus. Ça va de soi. Dans quel cadre? Dans le cadre des mésusages. Nombreux parmi vous ont des piscines chez eux. Enfin, ici. Oui, mais je n'ai pas un exemple comparable avec le frigo, donc j'en reste à la piscine. Donc, mais n'importe quelle personne comprend parfaitement que les mètres cubes d'eau qu'il utilise là, il peut être logique de demander qu'on les paye davantage que les premiers mètres cubes qui servent à boire et à se laver. Les gens ne sont pas si féroces qu'on le croit. De toute façon, que ça leur plaise ou pas, c'est comme ça qu'on fera. Parce qu'on l'aura décidé, c'est la force de la loi, de la décision collective. Nous, que ça nous plaise ou pas, on ne part pas à la retraite avant 66 ans maintenant. D'accord? C'est la force de la loi. Et bien là, il en ira de même, mais dans l'autre sens. Mais je demande qu'on réfléchisse un instant, plutôt qu'à faire des démonstrations d'économie politique sur la gratuité dans le système capitaliste, je voudrais prendre le problème dans l'autre sens. Expliquez-nous ce qui se passe. Vous qui nous dites que ça ne doit pas être gratuit. C'est donc que c'est payant. Et si c'est payant, et qu'on ne peut pas payer, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? 120 000 coupures d'eau par an dans ce pays. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a plus d'eau? Aller chez le voisin en chercher. C'est tout. Avez-vous vu les gens qui ont besoin d'eau circuler dans la rue cherchant une fontaine qui n'existe pas? Une rivière où il n'y a pas d'eau potable? Ceux qui décident de couper l'eau montrent les autres en leur déniant leur humanité. Je te coupe l'eau, donc tu n'es pas un être humain, parce que n'importe quel être humain a besoin d'eau. 65% de ce qu'est le corps d'une personne, c'est de l'eau. 70% de la surface de la planète, c'est de l'eau. L'eau est un bien commun constitutif de l'humanité elle-même. Elle ne peut pas être une marchandise privée. Ça, c'est les bases du communisme, du socialisme, de l'écologie et de la République. Il dit ce qui appartient à tous et ce qui est bon pour tous. Voilà l'exemple que nous donnons quand nous allons au porte-à-porte. Bonjour. Qui c'est? C'est nous. La liste du Front de gauche. Amis, camarades. Dans combien d'endroits vous serez les premiers à taper à la porte et à parler? Parce qu'on n'y voit personne. Parce que quand ça va mal, on ne parle pas trop aux voisins. On n'a pas envie de raconter. Et puis d'ailleurs, les voisins non plus ne vous parlent pas. Si bien qu'on est entouré de foule, mais qu'on est seul. Et vous, vous arrivez, les citoyens engagés, et vous ne venez pas pour rabougrir la relation. Vous ne venez rien prendre, vous venez donner. Et la première chose que vous donnez, la plus précieuse pour un être humain, c'est la reconnaissance de la dignité de l'autre à qui vous parlez de choses importantes. Il ne faut parler que de choses importantes. C'est ça qui intéresse les gens, les choses importantes. Vous venez parler d'humanité, vous venez parler du sort de la planète, vous venez parler du réchauffement climatique, vous venez parler du transport, de l'eau. Et alors les gens sont d'accord pour parler de ça. Ils écoutent. Les mots leur manquent parfois. Ils suivent, ils font un commentaire. Et à la fin, vous le savez comme moi, que font-ils? Au moment où vous partez, ils vous serrent la main et ils vous disent merci. Oui, merci.
Merci de quoi? Merci de ce moment de fraternité où nous nous sommes mutuellement respectés et regardés comme des êtres égaux. Voilà ce que nous mettons dans une campagne électorale. Ce n'est pas seulement des tracts, des sigles, des prospectus, des noms. C'est toute cette dimension de l'éducation collective des uns vers les autres qui élève le niveau de conscience de notre peuple et qui, en l'élevant, fait de chacun d'entre nous une barrière, un garde-frontière contre la bêtise, le racisme, l'égoïsme social, la cupidité, les mœurs dégénérées de ceux qui disent que chacun se serve et chacun pour soi. Nous sommes à la fois ces gardes-barrières et ceux qui font monter une conscience claire, lucide, des tâches politiques qu'il va falloir accomplir pour enrayer la catastrophe de civilisation qui est en train de mûrir dans le ventre du libéralisme. Une catastrophe d'autant plus terrible que les élites sociales et politiques de l'Europe sont absolument incapables d'imaginer un autre futur que celui qu'elles ont toujours connu, que celui auquel elles ont été préparées dans leurs écoles, dans leurs milieux, auxquels ils sont conditionnés tous les jours par le rabâchage des mêmes mantras. Il faut diminuer le coût du travail, augmenter la compétitivité pour les investissements qui seront les emplois de demain et pour l'instant crever de misère, de souffrance, d'abandon. Des élites hallucinées. Vous voyez arriver devant le Parlement européen le nouveau président pour 6 mois de l'Union européenne, le Premier ministre grec, je ne sais plus comment s'appelle cet androïde, et les autres faces de pierre assis en face de la commission qui le regarde comme ça. Personne ne bouge. Et l'autre se lève, il prend son papier, il remercie. Merci l'Europe d'avoir aidé la Grèce. Un frisson nous passe sur le dos, mais de quoi parle-t-il? Et il y a eu une oratrice écologiste qui a très bien répliqué, il a dit, mais monsieur, on ne vous comprend pas. Votre pays est en train de retourner à l'âge de la pierre et vous nous remerciez? Oui, il remercie. Il est content. Le budget de l'État dégage un excédent primaire. Toc toc, les peuples doivent danser de joie. Un excédent primaire, un excédent primaire. 1 milliard d'euros, formidable, bravo, le bon élève de la classe. Un excédent primaire, c'est un budget en équilibre, avec des sous en avance, avant de payer la dette. Toute la nuance est là. L'excédent ira à la dette. Et les gens? Et cet excédent, c'est leur misère, c'est leur souffrance, c'est leur abandon. C'est le bond en avant incroyable du taux de suicide chez ces malheureux Grecs, chez ces gens qui ne se sauvent plus, les enfants qui ne mangent plus, parce qu'avant on mangeait à la cantine, et ainsi de suite. Voilà de quoi est fait leur excédent primaire, leur prouesse comptable de souffrance, encore et encore, et pour rien. Mes amis, écoutez-moi bien, la Grèce ne paiera jamais. Ni l'Espagne, ni le Portugal, ni personne. Ces dettes sont beaucoup trop invraisemblables pour pouvoir être jamais réglées. En tout cas, elles ne le seront jamais de cette façon-là, c'est-à-dire en contraignant les gens à payer de sueur, de sang, de chagrin, de misère continuelle cette dette, parce qu'arrive le moment où il n'y a plus personne pour payer et où il n'y a plus rien à vendre, mais où la dette continue mécaniquement à grossir, à s'alimenter, à s'entretenir, un coup d'agence de notation, un coup de FMI, un petit coup de Troïka, et ainsi de suite. Elle ne sera pas payée. Un jour, on entend un grand bruit et tout s'arrête. Quel est ce grand bruit? Dans l'histoire, la dette n'a jamais été réglée, que de quelque manière est toujours les mêmes. Premier exemple, la guerre. Deuxième exemple, la banqueroute. Troisième exemple, l'inflation ou l'hyperinflation. Entre ces 3 calamités, moi j'ai choisi. Je préfère l'inflation. Je préfère que la Banque centrale rachète les dettes. Je préfère qu'à partir de là, elle mette en circulation de la monnaie, qu'il y ait un écart entre la masse monétaire et la masse des biens produits. Combien d'écart? J'ai demandé une fois à nos économistes, pour savoir ce dans quoi je m'engageais moi-même, pensant qu'un jour ou l'autre, il faudra bien diriger ce pays et prendre des dispositions, car nous sommes la 2e puissance économique du continent et qu'on ne fait rien sans notre accord. Et à l'inverse, si nous voulons quelque chose, il est extrêmement difficile de nous dire non, quoi qu'en pense François Hollande. Eh bien, on m'a dit, au maximum, c'est 5%. Mais vive 5% d'inflation, qui commence par liquider vos dettes personnelles, à coût de 5% par an, mais au moins, nous n'allons pas agoniser pendant une décennie ou 2,
comme ça a été le cas dans toute l'Amérique latine, jusqu'au jour où vous vous dites, de toute façon, on ne paiera pas. Voilà ce qui se prépare. Mais pour arriver à ce point, il y aura des soubresauts terribles, des moments dangereux de l'histoire, qu'il faut appréhender chacun à sa juste place, ne pas crier au loup quand il n'y est pas, et ne pas oublier de crier quand il y est. Créer un rapport de force quand il faut le créer, reculer quand il faut reculer, avancer quand une opportunité se présente. Donc ne pas crier que février 1934 a eu lieu parce qu'une bande d'énergumènes est allée manifester dans la rue contre le mariage pour tous ou je ne sais quoi. Bien sûr, c'est un très grand et très grave problème que ce rapport de force qui se dégrade sans cesse de la gauche vers la droite, mené par des nigauds et des imbéciles qui ont cru qu'en mettant des problèmes sociétaux sur la table, on se dispenserait des turpitudes sociales et pas vu, pas pris. Je vous fais les poches, mais, groupez-vous tous derrière ma bannière contre les odieux fascistes qui ne veulent pas du mariage pour tous. C'était ça leur raisonnement. Mais ils ont oublié où on est. Ici, on est en France. Et en France, toute question d'égalité, on revient à une question d'égalité sociale. Il n'y a jamais eu de différence entre l'égalité dans le droit civil et l'égalité sociale depuis 1789. Ils le savent et nous le savons. Si vous proclamez que tous les êtres humains ont les mêmes droits, alors il faut bien s'en donner les moyens, et ça s'appelle des droits sociaux. C'est pourquoi à chaque fois que vous tapez d'un côté, la question vient de l'autre. Si nous sommes égaux tous en droits sociaux, alors nous sommes tous égaux en droits civils. Et si nous sommes tous égaux en droits civils, nous sommes en droits sociaux. Tout se tient. La seule chose qu'ils ont réussi à faire en les provoquant d'une manière aussi stupide, c'est-à-dire sans faire ce grand travail que nous sommes en train d'engager dans une élection municipale d'éducation, de compréhension sur de nobles sujets, que sont la vie de couple, que sont la manière d'avoir des enfants et de les élever. Ce sont de nobles sujets. C'est normal qu'on n'ait pas tous du premier coup la même idée. Rien ne vaut le bon, le puissant, le profond débat, pas le coup de force. Et enfin le vote, parce qu'il faut bien décider, puisque la question est posée. Ils ont cru qu'en faisant comme ça, ils éteindraient la braise, la nôtre. C'était de nous dont il était question, pas des autres. Nous, on allait se calmer, on allait se taire, on allait être obligé de se mettre en rang derrière eux, parce qu'il y avait la menace. Donc, il faut à chaque moment apprécier correctement le rapport de force et ce que nous pouvons faire. Nous allons à la rencontre de grands événements, et nous-mêmes, nous devons créer des rapports de force. L'élection municipale en est une de ces occasions. Et ensuite, nous aurons l'élection européenne. Nous pouvons renverser la table. Préparons-nous sérieusement dans ce travail-ci en éduquant. Et puis, l'étape suivante sera la bonne. Aux élections européennes, donnons-nous la chance de passer en tête de ce qu'il est convenu d'appeler la gauche. Parce qu'alors, toute la responsabilité nous viendra à nous de faire une proposition pour rassembler tout le monde dans une perspective de pouvoir, de sortie par le haut de la crise. Bon, voilà pourquoi cette élection est politique. Voilà pourquoi c'est une élection où nous affirmons l'existence d'une opposition de gauche. Mes amis, je sais très bien toutes les difficultés que nous rencontrons, et certaines sont d'une mesquinerie telle que c'est un crève-cœur d'en parler. Mais je ne vois pas ça. Regardons ce qui avance. Depuis 2005 et le vote non, nous autres, l'autre gauche, éparpillés de tous côtés, nous nous sommes progressivement rassemblés. Ça ne s'est pas fait d'un moment, ça ne s'est pas fait d'un coup, ça ne s'est pas fait sans qu'il y ait des reculs, des moments de désespoir complet, comme ce fut le cas en 2007. Mais la marche avant est engagée depuis 2005, depuis que le peuple a fait la démonstration qu'il pouvait se regrouper majoritairement sur notre thèse à propos de l'Europe et donc à propos du quotidien de notre pays. Nous avons fait l'élection de 2009, puis l'élection de 2012. Bien sûr, il y a eu des tiraillements, des discussions normales, des conflits normaux, mais on voit bien que progressivement, la construction politique se fait, qui nous fait vivre comme une alternative, une possibilité différente pour le pays. Et ce pays n'est pas n'importe quel pays, vous le savez comme moi. Son message, même au point où nous sommes, depuis l'élection présidentielle avec nos 4 millions de voix et nos 11%, retentit sur la planète entière. Il n'est un endroit où je n'ai des invitations à aller, où on nous demande comment nous y sommes pris, qu'est-ce que nous proposons. Alors comme on est loin, ils nous aiment beaucoup, si vous voyez de plus près, peut-être que ça serait différent. Mais c'est comme ça. Cette élection municipale va être regardée partout,
et l'élection européenne encore plus. Voilà notre responsabilité engagée. C'est une élection d'opposition de gauche pour nous. D'abord d'opposition à une situation injuste. Nous avons tous, au deuxième tour, beaucoup en tout cas, fait ce qu'il fallait pour éliminer Nicolas Sarkozy. On me dit, vous avez appelé à voter Hollande, mais bien sûr, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Dites-le moi. Vous ne pouvez pas me maintenir, la Constitution l'interdit. Donc, j'ai agi d'une manière responsable, comme beaucoup d'entre vous, comme un adulte. Je ne peux pas tout avoir, je prends ce que je peux, sortir l'autre. Mais pas pour sa personne, sortir sa politique. Et au bout de quelques mois, quoi que j'ai pu penser avant moi, comme militant formé, éduqué, comme beaucoup d'entre vous, qui n'avaient que fort peu d'illusions dans cette affaire. Mais comme disait quelqu'un, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un à qui on ne croyait pas qui déçoit autant. Dont on n'attendait rien. Mais maintenant, y compris dans l'élection locale, nous sommes confrontés aux conséquences du retournement de veste inouï de cet homme et de son équipe. Parce que, quand vous parlez de la retraite à 66 ans, parce que c'est bien ça qu'il a fait, et il s'est moqué de tout le monde, comme d'habitude, il est venu, avec son air satisfait de lui-même, dire on ne touchera pas à la retraite à 60 ans, ce sera toujours l'âge légal. Oui, mais les cotisations sont étendues à 43 ans. Et comme les gens prennent le travail à 23, en moyenne, ben 43 plus 23 égale 66. Bon, nous, on n'est pas très malins, on l'avait compris. Mais lui, il pense que la Commission européenne est tellement bête qu'il faut le lui écrire. Il l'a donc écrit. Il a donc avoué qu'il s'était moqué de nous. La retraite en France est à 66 ans maintenant. Si vous la voulez, à taux plein. Mais le taux plein lui-même, c'est plus 80%, 75%, 70%. Mais voilà où on en est. Ça a une conséquence très concrète, très locale. Ça veut dire que le nombre des chômeurs entre 55 et les 62, que c'est l'âge aujourd'hui, augmente sans cesse. Et comme c'est un âge de la vie où, quand on se rend malade, comme on dit, parce qu'on voudrait être utile, on voudrait bosser, on voudrait faire valoir son talent, son savoir-faire, et qu'on vous dit partout, vous êtes trop vieux, ce que vous trouvez suspect, vu qu'à votre gosse, on lui a dit qu'il était trop jeune, et qu'il manquait d'expérience. Et à vous, on vous dit, vous savez faire qu'une seule chose. Il faudrait savoir. Eh bien, à ce moment-là, la maladie frappe davantage. C'est un âge où on est plus fragile. Et comme le moyen vous manque, eh bien, vous ne vous soignez pas, et donc on va tous plus mal. Jusqu'au point que dans les pays où ces méthodes de sauvage ont été appliquées, l'espérance de vie en bonne santé a reculé, mais aussi l'espérance de vie tout court. Ça dépend de la classe sociale dans laquelle on est. Et parmi les ouvriers, les employés, les gens humbles, on meurt de plus en plus tôt. L'espérance de vie commence à reculer, l'espérance de vie tout court, en France aussi. Voilà la vérité. La vérité locale, puisque c'est le local qui les intéresse. Dans les catapultes aux portes, ils vont rencontrer les gens qui sont dans cette situation. De la même manière, les salariés qu'on a abandonnés, pieds et poings liés au patronat, sous prétexte d'accord national interprofessionnel, que vous connaissez tous, qui substitue la sauvagerie du rapport de force dans une entreprise, avec des travailleurs à qui on met le pistolet sur la tempe et on dit « Alors, tu préfères quoi? Ta cervelle sur le papier ?» Non, je signe. Et les gens, à chaque fois, pourquoi est-ce qu'ils signent? Pour ceux qui signent, tout le monde ne signe pas. Hein. Mais ceux qui signent, même ceux qui signent, pourquoi ils le font? Parce qu'ils se disent, je ne peux pas faire autrement, tu les qui fassent. Les autres les menacent, les autres les insultent, et une fois qu'ils ont signé, une fois qu'ils sont tout benets, tout ballots de l'avoir fait, un peu de temps passe, et après on dit, c'était pour de rire. Vous avez trimé, vous avez accepté de travailler plus longtemps, d'être payé moins, de revenir le samedi alors que ça faisait 20 ans que vous ne reveniez plus le samedi. Eh bien, c'était pour rien, parce que nous, notre parole ne nous engage pas. Et comme ça, combien d'entreprises, combien de milliers de gens roulés, dont l'avenir social s'achève le jour où l'entreprise ferme, tout simplement parce qu'il n'y a pas une autre entreprise en quoi. Et que donc, c'est une condamnation à la mort sociale par des irresponsables qui n'assument absolument rien, qui s'en vont le lendemain. Des fois, ils ne savent même pas ce qui se produit localement. C'est un fonds de pension, il a investi, ça peut être des castagnettes, des cacahuètes, des clairons, des moteurs à piston, c'est pareil pour eux. C'est juste des résultats, ça doit cracher du chiffre.
des chiffres de plus en plus extravagants qui épuisent l'homme, la nature, le travailleur, l'entreprise. Quand vous pensez que Kemoine, il le ferme, c'était la dernière usine de PVC, ça a même réussi à réveiller Montebourg. La dernière usine de PVC, du PVC, il y en a besoin partout, hein, dans la construction. Eh bien, il l'a fermé. Pourquoi? Ça rapportait 12%. Et le fonds de pension, le patron voyou à qui on a vendu ça, voulait du 18%. Ça n'existe pas, ça, dans l'ordre de la production. Eh bien, ce capitalisme financier qui est là, qui épuise, qui tue, qui déforme la production et les sociétés, quand on va voter dans notre vote local, on vote contre lui. Nous n'acceptons rien de l'ordre qui conduit à ça. Et l'ordre qui conduit à ça, il exige que nous ayons 4% d'économie pour garantir le paiement de la dette, blablabla, blablabla, blablabla. Une opposition à un ordre injuste, à une situation injuste. Mes amis, il ne s'agit pas simplement d'être capable de s'indigner. Il faut préparer les esprits à se révolter et à mener leur révolte d'une manière méthodique pour qu'elle atteigne des objectifs et qu'elle ne soit pas simplement une explosion de rage. Une situation injuste. Notre pays est dorénavant record d'Europe des millionnaires en dollars. Ce pays de bon à rien, si vous ouvrez le journal. De bon à rien, la France à la traîne. La France c'est pas, la France par-ci, la France par-là, c'est moche, c'est nul. Comme dit le Financial Times, oh, en France, le patron paye le restaurant à l'ouvrier. C'est comme ça qu'ils ont compris le chèque restaurant. Ma parole, hein. Je n'invente pas ce que je vous raconte. La compétitivité, la productivité, des mots, encore des mots. Aucun d'entre eux ne se donne la peine de démontrer le début de ce qu'il raconte. L'autre matin, je vois l'autre catéchiste qui me raconte ses 2 pages à France Culture. Monsieur Brice Couturier. Il a collé un bout d'article du Monde, un bout d'article de Libé, un autre bout de je sais pas quoi, il met tout ça, il se coud et ça fait un édito. Les dépenses publiques qui atteignent 1000 milliards, vous vous écroulez, 1000 milliards, vous qui n'avez pas les 2 premiers euros dans la poche. 1000 milliards. Il faut que ce soit mal. Alors évidemment, vous avez peur. Vous dites, ah bah oui, quand même, on abuse 1000 milliards, mais qu'est-ce qu'on a fait? Là, vous soignez trop, blablabla, enfin tout trop, quoi. Trop de vacances, trop de ceci, trop de cela. Il faut que ce soit moi qui l'interrompe, moi qui suis un pauvre licencié en philosophie, plutôt spécialisé dans la littérature du XVIe siècle. Mais de quoi vous parlez, monsieur? 1000 milliards de quoi? Mais vous pourriez dire aux gens ce que c'est que les 1000 milliards. C'est le budget de l'État, le budget des collectivités locales, plus celui de la sécurité sociale. C'est ça que vous voulez supprimer. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est, ces 1000 milliards? Qu'on les prend et qu'après, on les met dans le sable, ils disparaissent comme de l'eau. Chouf, il n'y en a plus. Mais c'est absurde. Dans ces 1000 milliards, il y a tout le budget de la sécurité sociale, ça veut dire les soins qui sont donnés aux gens. Sauf erreur, hélas, l'industrie chimique, c'est encore pas une propriété collective. C'est bien 1000 milliards qui passent dans le circuit économique global. Et au passage, ça déclenche, oui, de l'impôt. Ça, on l'entend assez, vous gueulez assez. Mais ça déclenche aussi du profit, non, sauf erreur. Des 1000 milliards en question, il y en a une partie, c'est vous qui les ramassez. Vous n'y avez pas renoncé, vous n'avez pas baissé les prix des médicaments. Tiens, si ça coûte trop cher, on pourrait faire ça. Baisser le prix des médicaments. Organiser la médecine libérale autrement. Hein, par exemple. Ne nous chauffez pas trop. On est moins bête qu'on en a l'air. On est capable de trouver des solutions, si vous trouvez que ça coûte trop cher, autres que celle de mourir pour vous faire plaisir en bonne santé. On sait trouver d'autres idées. Vous voyez, mais lui, ça ne le dérange pas, il évoque ça comme ça. 1000 milliards de dépenses publiques, je n'ose pas dire de l'État, parce que c'est quand même trop gros, puis je suis en face. L'État qui vous pompe le sang. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur cette masse qui est prélevée, qu'est-ce qui va à l'État, c'est-à-dire au fonctionnement de l'État? Déjà, c'est bien qu'il y ait un État, non? On en a besoin pour des tas de choses. Des agents du service public, c'est bien, non? L'État, c'est aussi des salaires, même s'ils ne faisaient rien. Si les fonctionnaires ne faisaient rien, ce qui n'est vraiment pas le cas. Eh bien, ils ont une paye, et du coup, ils vont acheter des choses, et donc, hop, la machine tourne. Donc il faut arrêter de montrer du doigt l'État comme une espèce de vampire qui ne produirait rien. Non, l'État produit toutes sortes d'activités et de régulations. Un monde sans inspecteur du travail, c'est pas le même qu'un monde avec les inspecteurs du travail. Pourtant, un inspecteur du travail, il ne produit pas 1 mètre de saucisson
dans la journée. Ni une trompette, ni un clairon, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, un piston, bref, tout ce que vous voulez, rien. Ils contrôlent, mais heureusement qu'ils contrôlent. Parce qu'il y va de notre santé à tous, n'est-ce pas? Voilà l'État. Mais admettons même que tout ça soit encore trop, et qu'il vaille mieux confier à des entreprises privées le soin de surveiller, par exemple, les abattoirs, au risque bien sûr de finir avec des vaches folles. Mais ça, bon. Demain est un autre jour, après nous le déluge. C'est ça le grand mot d'ordre du capitalisme de notre temps. Mais c'est quoi la ponction de l'État sur le total? Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose ce soir. C'est la même depuis 30 ans. Le coût de l'État n'a pas augmenté depuis 30 ans. C'est la même proportion de la richesse du pays qui passe dans l'État. Ce n'est pas 57%, qui est le total de tous les prélèvements qui sont mis en circulation. C'est 18%. 18, 19. 18, 19. Pas plus depuis 30 ans. Et qui sait qu'il y a un État qui est plus gourmand que nous? On va vous faire la liste des petits prix de vertu que d'habitude on nous oppose, à nous les Français. Alors voilà, le Danemark, 28% de la richesse du pays, la Finlande, 27%, la Suède, 23%, le Canada, 23%, le Royaume-Uni, oui, les donneurs de leçons anglo-saxons qui ont toujours raison sur tout par rapport à nous, 22%. Et les États-Unis d'Amérique, le paradis, comme les Français, 18%. Mais ce n'est pas le même État, vous avez remarqué, et ne remplit pas les mêmes fonctions. Chez nous, on n'a pas besoin de 19 agences de renseignement pour aller collecter 70 millions de conversations. Moi, ils me font rire. On a raison de gueuler, parce que c'est absolument insupportable, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire avec 70 millions de conversations? Déjà, comme vous en avez une, c'est difficile à suivre, des fois. 70 millions, c'est grotesque. C'est des bureaucraties, des logiciels qui surveillent des mots. Et quand ils ont trouvé les mots, ils téléphonent à l'autre pour aller vérifier comment, à pied, toc toc, bonjour, il a une drôle de tête. Si c'était pour faire ça, vous mieux fait de passer par la rue directement. C'était pas la peine d'écouter la terre entière. Je le prends à la blague, mais c'est ça leur État. Moi, je préfère mon État. J'aimerais mieux qu'on ait une discussion sur à quoi sert l'État, qu'est-ce qu'il fait, quel service il doit rendre à la société, plutôt que d'avoir cette attitude stupide qui consiste à dire pas d'État, le moins d'État possible. Le moins d'État possible, le moins d'impôts possible. Vous appelez le bénéfice comment? Comment vous appelez la part que se partagent les actionnaires? C'est un impôt privé, mes amis. Vous êtes obligé de le payer. Vous avez une carte bancaire, je suppose. Quelques-uns d'entre vous l'ont encore. Eh bien, vous allez avec votre carte bancaire. Mettons que vous alliez au restaurant. Toc! Il y en a qui ont l'American Express ici, je parie. Je laisse l'American Express parce que c'est encore plus cher que ce que je vais vous raconter. La carte habituelle. Toc! 2%. 2%! Il y a un gars qui s'est levé le matin, qui a ouvert la boutique, un autre qui a chauffé, le patron qui a fait le ci là, l'autre a fait le repas. Vous êtes venus, celui-ci s'est assis, l'autre vous a apporté à manger. Ils ont tous bossé. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. 2%. C'est un impôt privé. Parce qu'il y a 2% pour lui et 19% pour l'État. 20,6 maintenant. Non, pardon, 20 à la place de 19,6. C'est un impôt privé. Le dividende, non? Bien sûr que si. Pareil que la flotte, que paraît-il seul l'Assor est capable d'aller chercher correctement pour vous la servir à table. Ceux qui vous prennent dessus, vous n'avez pas la naïveté de croire que c'est gratuit pour eux, non? Vous payez. Ça s'appelle un impôt privé. Voilà. Le dividende est un impôt privé. Et après ça, on vient nous parler de pacte de responsabilité. Mais qui est irresponsable dans ce pays? Pas nous, on n'en a pas les moyens. Peut-être qu'on serait irresponsable si on en avait les moyens, mais on n'a pas les moyens. Et regardez bien ce que nous explique le président de la République, raison pour laquelle je dis c'est un vote d'opposition de gauche et d'opposition à sa politique. On va retirer 50 milliards, dit-il, de plus de l'économie par coupe budgétaire, mais pas d'impôt cette fois-ci, a-t-il dit. Pas de prélèvement aveugle. Ah bon, ils étaient aveugles. C'est bien ce qu'on vous disait. 50 milliards. Le coup d'avant, c'était 30 milliards, dont 10 sur la TVA. Il ne faut pas dire que ça nous éloigne des élections municipales, tout ça, parce que tout ça, c'est ce qu'on est en train de payer. C'est ce qui va se payer, c'est ce que la collectivité va devoir payer. Oui ou non? Oui, liste gouvernementale. Non, front de gauche. Voilà comme c'est simple, la politique. Mais regardez-y de près. Cette somme qui va être retirée de la circulation générale va évidemment faire reculer l'activité.
Et comme l'activité va reculer, hop, nous voilà repartis dans le cycle infernal que je vous décrivais tout à l'heure. Le chômage, les soins en moins, etc., etc., etc. Et pourquoi fait-on tout ça? Parce qu'un homme de gauche a osé dire le coût du travail est excessif. Le quoi? Le coût de quoi? Le coût du travail. Mais essayez de produire la moindre richesse sans travail. Donc le travail n'a pas de coût. Le travail est la source de toutes les richesses. Le travail a un prix, ce n'est pas pareil. De la même manière, il n'y a pas de charge sociale, il y a des cotisations sociales. Comment un homme de gauche a-t-il pu entrer dans une telle déchéance intellectuelle que d'oser traiter le travail humain de coût, là où depuis toujours nous plaidons pour la valorisation du travail par la qualification professionnelle, la valorisation de ceux qui travaillent par le bien-être social. Et c'est un mensonge éhonté. Non, le travail ne coûte pas trop cher en France. Ce n'est pas vrai. Il est dans la moyenne. Mais les salariés français à qui on ne cesse de dire, français ou qui travaillent en France, qui ne font rien, qui se la coulent douce, sont en record de productivité horaire en Europe. Quand un ouvrier en France a travaillé 1 heure, il a produit ce que produit un ouvrier allemand en 1h20, en 1h30 en Angleterre. Les gens s'échinent au travail. Il y règne une souffrance aujourd'hui comme jamais, raison pour laquelle il y a tant d'épidémies de suicides, tant de misères cachées, tant de souffrances. Un paysan par jour qui se suicide dans notre pays. Et dans combien d'autres métiers de cette manière-là? 525 personnes par an meurent au travail, dans un accident du travail. Lequel d'entre vous ici croit que c'est une part de fatalité? Oui, peut-être 1, 2, 3, peut-être même 10, mais pas 560. Presque 2 par jour. Des milliers de blessés du travail. Les gens qui travaillent, on peut le dire, souvent se tuent à la tâche. Et c'est à eux qu'on va encore donner des leçons, leur demander plus davantage, et les autres alors, les autres, ceux qui ont, à quel moment manifestent-ils leur responsabilité? Eh bien, je vais vous donner le chiffre de l'année dernière. Les responsables, pour qui le coût du travail est tellement écrasant que tous, paraît-il, veulent s'en aller. Au revoir! Partez! Dégagez! On vous a assez vu, on sait vous remplacer. Ça vous plaît pas? Fichez le camp! Demain, le jour se lèvera. Il y aura des routes, il y aura des écoles, il y aura de l'électricité, il y aura de l'eau. Le travail continuera et il y aura des gens pour faire tourner tout ça. La source ultime de toutes les richesses, c'est le savoir-faire humain et pas la prédation de quelques-uns. Dites-moi à quoi sert la paye gigantesque du patron de PSA qui a planté ça dans le mur? À quoi servent ces payes incroyables qui fait qu'un homme comme le patron de Total, à qui je pose la question sur un plateau de télévision, est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi vous gagnez 3 millions d'euros et il reste comme une branche morte, une poule devant un couteau, et il me dit je sais pas. Eh bien, si tu sais pas, rends-le, puisque tu sais pas. Il faut, par l'humour, briser le mur de l'évidence, les fausses certitudes qui vous conduisent à penser que vous êtes, vous, des irresponsables parce que vous avez pris un médicament de trop, parce que ce jour-là, vous avez posé un jour de congé, et que seraient les super intelligents, ceux qui savent ce qui est bon pour tout le monde et qui se donnent tellement de mal et prennent tellement de risques qu'il leur faut des sommes considérables tous les mois pour éponger la douleur de leur position. Mais non, qu'est-ce que c'est que cette humanité? Qui prétend-il être avec des écarts de revenus comme ceux qu'on constate dans notre pays? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain qui a des besoins 450 fois supérieurs à ceux des autres? Oui, celui qui est malade, celle qui est impotente, à qui on doit apporter immédiatement de l'aide, l'entourer de soins et d'amour. Oui, ceux-là ont des besoins supérieurs. Et nous sommes prêts à les leur donner. Mais pas vous! Pas vous! Au-delà d'un certain point, tout ce que vous accumulez ne sert à rien. Vous le mettez dans la sphère financière et vous jouez entre vous à des jeux auxquels personne ne comprend rien. Et d'abord vous n'y comprenez rien. La preuve, c'est que vous êtes capable d'être assez stupide pour aller prêter votre argent à M. Madoff.
Nous, on n'a pas prêté un rond à Madoff. Vous, oui. Et vous avez tout perdu, bien fait. Bon, alors il y a une limite. C'est où la limite? 300 000 euros. Au-dessus, on prend tout. Je le dis pour piquer l'esprit. Pourquoi au-dessus de 300 000? Mais vous vous rendez compte de ce que c'est, 300 000? C'est 30 000 par mois. C'est beaucoup, hein? Bon. Voyons ce que font ces gens pendant qu'on allège la charge qui pèse sur eux, le coût du travail. Les chiffres de 2012. Eux qui jettent des grosses larmes. Vous savez que le principal instrument pour un grand patron du CAC 40, son principal organe, c'est la langue lacrymale. Voilà, la glande. Pour jeter des grosses larmes comme M. Gattaz. Vous êtes plié en deux, vous pleurez du matin au soir. Il fait la manche, lui. Il est parti aux États-Unis faire la manche avec le président Hollande. C'est du sérieux entre deux. Hein. L'année dernière, donc, ces gens se sont répartis de la manière suivante. Leur pauvre marge brute qui est si étroite, la plus basse de toute l'histoire, 27%. Ça va, il y a de la marge. Voilà comment ils l'ont réparti. 180 millions dans l'investissement. Milliards, pardon. Dans l'investissement. Les machines qu'on change. Changer les machines, normalement, ça augmente la productivité du travail humain. Ça soulage la peine, on produit plus, donc on s'enrichit plus. 180 milliards dans l'investissement. C'est bien. Et pour eux, 280 milliards. 210, pardon. Ça va la santé, hein. Donc, la même année où ils viennent nous faire des grands discours sur les marges brutes qui sont plus étroites que jamais, qui sont malheureux comme c'est pas croyable, pendant que l'ouvrier se goberge avec des payes monstrueuses, une sécurité sociale dispendieuse et une retraite qui fait, eux, des chouchous de la terre entière, au moment où ils ont à subir tous ces maux, ils trouvent le moyen de se répartir 210 milliards et de n'en mettre que 180 dans l'investissement. Et cela vient de nous donner des leçons. Et avec eux, on va signer un pacte de responsabilité, mais pas un pacte bureaucratique, hein? Ah non, hein? Un pacte, c'est un pacte donnant, non. Gnan, gagnant, gnan, donnant, gnan. Voilà. D'ailleurs, c'est très simple, à eux, on leur donne 30 milliards et vous, rien. Ça, c'est la vérité. Que je vous raconte pour vous faire sourire, mais pour qu'elle marque. Des fois, ça marque mieux quand on sourit que si on pleure, hein? Mais la vérité est insupportable. Elle est odieuse moralement. Et ces mines satisfaites, ces airs bouffis, qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec ce qu'on est en train de faire ici? Mais qui c'est qui vote tout ça, s'il vous plaît? Les députés, non? Il y a une responsabilité individuelle. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Et celui qui est élu député, il a le choix. Il lève la main ou il ne la lève pas. C'est pas toujours évident, hein? La première guerre du Golfe, il fallait voter oui ou non à la guerre. Moi, je tournais en rond. Je me disais, ça, c'est pas comme n'importe quoi d'autre. N'importe quoi d'autre, on peut revenir dessus. Mais une guerre, c'est la vie et la mort. Vous dites à quelqu'un, il faut y aller. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, je vote, il faut y aller, mais je m'en fous, j'y crois pas. Non, vous réfléchissez. Moi, j'y croyais pas. J'ai voté contre. C'est très dur. Mais on a une conscience, non? On est un être moral. C'est un grand honneur d'être l'élu du peuple. C'est pas une fonction mécanique. Il faut réfléchir, il faut assumer, il faut se mettre à la place des autres. Que pense machin, que pense truc? Celui-ci, celle-ci. C'est moi qui les représente. Qu'est-ce qu'ils me diraient de faire? Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Et vous tournez tout ça, mais vous prenez une décision moralement responsable. Qu'est-ce que t'as fait, Michel? T'as levé la main ou pas au budget? Et qu'est-ce que tu vas faire au vote que François Hollande a annoncé et qui aura lieu après les élections? On se demande pourquoi. Tu vas voter oui ou non au pacte de responsabilité? Parce que là, tu as déjà voté oui au budget qui prévoit que ta ville recevra moins, celle dont tu es le maire. Et avant, quand c'était Sarkozy, tu lui réclamais ce qu'il te devait, et maintenant, tu réclames plus rien. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Pourquoi tu fais ça? À quel moment tu mens? Quand tu l'as demandé à Sarkozy ou quand tu ne les demandes plus à Hollande? Parce que quelqu'un ment dans tout ça. C'est comme si vous décidiez de payer ou de ne pas payer quelqu'un qui vous a rendu un service en fonction de son opinion politique. Voilà les questions que nous posons aux députés maires de la ville, et en toute tranquillité, sans aucune haine ni acrimonie, comme des responsables, comme des gens qui ont une conscience. Bon, je vous en ai assez dit sur le sujet.
Moi, je m'oppose à tout ça dans les élections municipales et au futur insupportable qui se dessine, parce que ça va déjà mal. Je le vois en Europe, partout. Mais alors, avec ce qui arrive, le grand marché transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, juste une blague pour vous faire réfléchir à l'affaire. On dit que toutes les normes sociales vont être abaissées. Bon, on a plein de raisons d'être contre. Mais vous savez une chose depuis ce soir. Maintenant, vous le savez. Moi, j'ai voté contre au Parlement européen. Une partie des socialistes français a aussi voté contre quand est passée la résolution d'appui à cette histoire. Une partie d'entre eux a même protesté avec nous quand on a dit « mais on ne comprend rien à votre histoire. Vous ne nous dites pas ce qu'il y a dans le mandat de négociation parce que, paraît-il, c'est secret. » Mais c'est pas secret puisque les autres nous espionnent. Donc ils le savent. Assez rouge, assez vert, assez quelque chose. Vous ne l'êtes jamais assez. C'est un monde de frustration. Et ces frustrations empêchent de voir les plaisirs simples de l'existence et la part de bonheur qu'elle peut donner à chacun et qui ne coûte rien, sinon l'art du cœur d'aller le chercher, de savoir le recevoir, de savoir le donner. Voilà la barbarie de l'économie capitaliste. C'est qu'elle a un culte, qu'elle fait entrer des besoins qui n'existent pas, des frustrations qui n'existeraient pas, et ça au détriment de tout l'écosystème. Bon, nous autres, les Français, nous pouvons apporter à l'humanité tout entière une contribution extraordinaire qui viendrait du fait que nous soyons capables, pour la première fois, de continuer l'expansion humaine qui de toute façon est engagée puisque nous sommes déjà 7 milliards d'êtres humains, que nous serons bientôt 9 milliards et que l'humanité depuis qu'elle existe a occupé progressivement toutes les terres au point de les rendre invivables, dans tant et tant d'espace au point que 40% de la surface émergée est aujourd'hui absolument stérile. Et que l'humanité a commencé à entrer en mer de la manière la plus déraisonnable qui soit, d'abord par des effluents qui font qu'il y a des zones mortes en face des États-Unis d'Amérique et dans le golfe du Mexique, grande comme la moitié de l'Europe, qu'il s'est constitué un continent de 20 mètres d'épaisseur de déchets, de débris plastiques, et comme la mer immense n'est la propriété de personne, personne n'est responsable de rien. Et ce continent qui flotte est égal à la surface de l'Europe. Parce que la fonte des glaces à cause du changement climatique a ouvert des routes nouvelles. Et du coup, les voici tous qui veulent y passer et commencent à se disputer la propriété du passage et du sous-sol, où sont des richesses innombrables qu'ils comptent aller chercher dans n'importe quelle condition, comme ils l'ont fait déjà. Ainsi, l'humanité est entrée en mer de la manière la plus sauvage, la plus brutale, la plus irresponsable qui soit, c'est-à-dire la forme capitaliste d'entrée en mer, qui est inéluctable. Eh bien, nous, les Français, nous avons une opportunité parce que nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Et qu'en surface, quand vous ajoutez tout, la surface et le sol marin, comparé à tous les autres pays en ajoutant la surface et le sol marin, nous sommes le deuxième territoire du monde, avant l'Inde, la Chine, à égalité avec les États-Unis d'Amérique. C'est donc des opportunités immenses qui se dessinent devant nous. Et nous pouvons, par notre niveau de science, de technique, d'éducation, faire des choses inouïes, organiser l'agroculture qui nous permet de remplacer tous les plastiques par des produits tirés des algues, remplacer la nourriture inepte des élevages où on ramasse des poissons, comme autrefois à la sauvage, pour en faire des farines qu'on donne ensuite à manger à des poissons captifs. Et l'humanité, là, vient d'accomplir un pas que personne n'imaginait. La pêche, qu'est-ce que c'est? C'est comme la cueillette autrefois. Et on est passé à l'élevage et à l'agriculture. Eh bien, cette année, pour la première fois, on a produit plus de poissons d'élevage qu'on en a pêché. Ce qui veut dire que ce cycle absurde pourrait aboutir à ce résultat qu'il n'y ait plus rien dans la mer, sauf ce qu'on est en train d'y élever, et qu'on nourrit avec d'autres créatures vivantes parce qu'on ne sait pas se procurer autrement des protéines. Et ainsi de suite. Nous pouvons faire tout ça. Nous pouvons couler des hydroliennes en mer. Voici une batterie qui sera là pour toujours. Nous pouvons développer l'agriculture, nous pouvons construire des bateaux, nous en avons besoin. Une partie est arrivée en fin de vie. Allons-nous recommencer le ridicule de laisser des épaves circuler sur la mer, comme l'a été le Clémenceau, pourri d'amiante, et qu'à la fin, nous, Français, sans vergogne, nous avons abandonné au démantelage par des enfants qui pataugent dans la boue pour démonter un bateau que nous avons été incapables de traiter. Il y en a 3000 comme ça à démonter et d'autres à reconstruire. Sommes-nous capables de dire, bien sûr que nous le sommes, et de le faire, les approvisionnements énergétiques de la France doivent être sécurisés, loi de 1992, on doit augmenter la quantité.
de ce qui est raffiné qu'on veut amener. C'est le prétexte au moins à construire 35 bateaux d'une manière responsable, et ainsi de suite. Voilà ce que je voudrais vous dire. Nous ne sommes pas condamnés à être ce petit peuple qu'on veut montrer du doigt. Ces gens rabaissés, alors qu'ils sont si puissants, si industrieux, si inventifs, prêts à donner autant aux autres, prêts à inventer ces choses dont la terre entière a besoin. Nous sommes ce grand peuple. Et ce grand peuple est capable de faire ce grand bond qui ouvrira, comme dans le passé, les vannes du futur à l'humanité qui ne demande pas mieux que de bien faire. Parce que ce n'est pas vrai que les gens aiment tout salir, tout dégueulasser, tout piller. Ce n'est pas vrai. L'ouvrier est le premier exposé à la nuisance écologique. L'ingénieur est le premier capable de comprendre le désastre qu'il organise, et ainsi de suite. Voilà, mes amis. Qu'est-ce que ça a à voir avec une élection municipale? Je ne vais pas recommencer mon discours, mais je vais vous dire à la limite, je m'en fous. Et vous aussi. Ce qui compte, c'est de le faire, de le commencer par un bout. Le commencer par un bout, c'est le commencer en convainquant, en éduquant, en élevant le niveau de conscience. Parce que celui ou celle qui est capable de voter avec nous dans une élection locale, non pas comme d'habitude, mais comme il faut le faire maintenant, celui-là, celle-là est disponible demain, pas seulement pour rêver avec nous, mais pour faire et construire ce monde neuf que nous allons construire. Moi, j'en suis certain. Bon, j'aimerais bien que ça vienne un peu vite, compte tenu de mon âge. Hein? Il y en a pas mal d'entre vous qui sont pressés de voir la suite. Eh bien, allez, ça se passe dans les élections municipales.